Savais-tu que l'acteur Jeff Goldblum, fascinant scientifique dans le film de 1986 La Mouche, et célèbre mathématicien passionné de la théorie du chaos dans Jurassic Park, était le second choix pour jouer Doc, si jamais Christopher Lloyd refusait le rôle. Et Christopher Lloyd avait effectivement refusé le rôle au départ du scientifique Emmett Brown. Il avait même jeté le script à la poubelle. J'ai eu mon compte d'idiotie pour la soirée, bonne nuit, visiteur du futur. Mais sur l'insistance de sa femme, il a accepté de rencontrer Zemeckis, et une fois l'entrevue finie, il sentait qu'il devait jouer ce rôle. Lorsque Doc explique à Marty comment il va le renvoyer vers le futur, il fait un regard caméra, que certains fans prennent pour un regard volontaire qui brise ce qu'on appelle le 4e mur. Doc regarderait selon eux les spectateurs du film, qui sont par rapport à lui dans le futur. Vers le futur. Le directeur d'Universal, Sidney Sheinberg, n'aimait pas le titre Retour vers le futur. Selon lui, personne n'irait voir un film avec futur dans le titre. Il a donc envoyé une note à Zemeckis lui disant que le titre devait être changé en Spaceman from Pluto. Steven Spielberg a heureusement réussi à le convaincre de garder le titre que nous connaissons. Mais certaines des suggestions de changement de Sidney Sheinberg ont bien été prises en compte. Par exemple, c'est à lui que l'on doit le changement de nom du professeur Brown en Doc Brown. Doc. Ou encore, le prénom initial de la mère de Marty, Suzy, a été changé en Lorraine, qui est le prénom de la femme de Sheinberg. Quoi, Lorraine? Sa femme Lorraine est d'ailleurs l'actrice qui jouait le rôle d'Hélène Brody dans Les Dents de la Mer. Il a également fait changer l'animal de compagnie de Doc, qui initialement était un chimpanzé, et est devenu un chien. Oh, Einstein, petite crapule. Une affiche dans les couloirs du lycée montre qu'un élève, un certain Ron Woodward, se présente comme chef de classe. Le nom choisi est un clin d'œil de la part de l'équipe technique au chef machiniste du film, Ronald Woodward, qui avait déjà travaillé avec Robert Zemeckis sur son film précédent À la poursuite du diamant vert. Une autre affiche indique qu'un match entre les Bulldogs et les Indians va avoir lieu. Les Bulldogs est l'équipe du lycée de Hill Valley, comme l'indique le livre de cours de George ici. D'ailleurs, un planning des futurs matchs est aussi visible dans le couloir du lycée, et on remarque que les lycées de Clayton et de Pine City sont dans la liste. Ce qui est assez étonnant puisqu'on est encore loin de la sortie de Retour vers le futur 3, et cela pourrait passer pour des clins d'œil à Clara Clayton et l'attaque de diligence de Buford. Pour l'attaque de la diligence de Pine City. Dans une scène coupée au montage, Marty et Doc arrivaient au lycée juste un peu avant la fin des cours, et Marty voyait sa mère en train de tricher. Un peu choqué de voir cela, comme il le sera plus tard en voyant sa mère boire et fumer, Doc le consolait avec une petite tape dans le dos. Dans la cafétéria, lorsque George exprime ses craintes sur le fait d'être jugé mauvais et d'être rejeté, Imagine qu'on trouve ça nul, imagine qu'on me dise que vous écrivez ces zéros. cela est bien sûr un écho au même sentiment qu'exprime Marty au début du film. Et imagine que je leur envoie la maquette et que ça ne donne rien, qu'ils répondent « Vous n'avez aucun talent ». Mais avais-tu remarqué que les couleurs de vêtements ont été choisies pour lier les deux scènes encore plus? Je ne pourrais pas supporter de me sentir rejeté comme ça. Je crois pas que je supporterais de me sentir rejeté. Je me mets à parler comme mon père. D'ailleurs, cette réplique des deux personnages est une référence de la part des réalisateurs qui ont vu le scénario de Retour vers le futur refusé plus de 40 fois en 3 ans par tous les grands studios d'Hollywood, avant que Spielberg et Universal n'acceptent enfin de se lancer dans l'aventure avec eux. Tu sais, quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver. Toujours dans la cafétéria, on peut remarquer que Lorraine porte une broche sur son chemisier en forme de ballerine. Cette petite broche en nacre des années 50 est un joli clin d'œil à l'histoire personnelle de l'actrice Lea Thompson, qui débuta sa carrière en tant que danseuse de ballet. Une des répliques cultes de Biff, que l'acteur Thomas Wilson a en réalité improvisée, est en anglais, ce qui veut dire littéralement « fais comme l'arbre et pars d'ici ». Sauf que Biff rate chaque fois le vrai jeu de mots en anglais qui est leave signifiant en anglais à la fois feuille ou partir. C'est dans l'épisode 2 que son double vieux le reprendra en lui expliquant enfin comment prononcer correctement ce jeu de mots. Now why don't you make like a tree and get out of here? It's leave, you idiot. Make like a tree. Ce jeu de mots a été adapté en français par la réplique Tu vas faire comme dans l'infanterie. Tu tires ailleurs. tirailleur étant un clin d'œil aux tirailleurs de l'infanterie. Sauf que dans la version française, Biff ne se trompe pas la première fois, comme dans la version originale. Ce n'est que dans l'épisode 2 qu'il se fera reprendre. Tu fais comme dans l'infanterie et tu te casses ailleurs. Tu te tires ailleurs, triple buse.
George ne veut pas rater son émission Le Petit Théâtre de la Science-Fiction. Il y a mon feuilleton préféré qui passe à la télévision, Le Petit Théâtre de la Science-Fiction. Le Petit Théâtre de la Science-Fiction était une vraie émission diffusée à partir du 9 avril 1955 aux États-Unis. Lorsque George McFly se fait réveiller en pleine nuit par Marty, on remarque sur sa table de chevet que, à défaut de soucoupe volante, il se rattrape sur les maquettes d'avions. Cette boîte est de la marque Revell et permet de monter un Boeing B-29. George a également 2 belles illustrations d'avions accrochées au mur au-dessus de son lit. Ces peintures sont l'œuvre de Jerome Biederman, un illustrateur américain spécialisé dans tout ce qui est véhicules et transports. La bande son que Marty utilise pour effrayer George dans son lit est un véritable solo, non crédité, du célèbre guitariste Eddie Van Halen. Comme le groupe n'a pas permis l'utilisation de son nom dans le film, d'où l'ajout de Edward sur l'étiquette de la cassette qu'a Marty, le guitariste a gentiment offert à Zemeckis un solo d'une partie d'une chanson appelée Donut City et qu'il avait composé pour le film The Wild Life en 1984. Film dans lequel jouaient d'ailleurs Lea Thompson et Eric Stoltz. Le sèche-cheveux que Marty a mis à sa ceinture apparaît et disparaît selon les plans. Cela s'explique par le fait que 2 scènes différentes ont été tournées pour cette séquence, dont une où Marty menaçait son père avec le sèche-cheveux de lui faire fondre la cervelle. Il m'a dit que si je n'invitais pas Lorraine, il ferait fondre ma cervelle. Le mélange des 2 scènes donna ces faux raccords. D'ailleurs, cette séquence montrait aussi comment Marty endormait son père et comment il ressortait par le toit pour rejoindre Doc. Great. Le célèbre magazine Mad apparaît dans beaucoup de films, et Retour vers le futur ne fait pas exception. Le jeune homme qui lit au moment où George et Marty entrent chez Lou tient le magazine Mad numéro 26 de novembre 1955. Le coup de poing que reçoit Biff n'est pas donné par Michael J. Fox, mais par Eric Stoltz. Si on passe la scène au ralenti, on le reconnaît. Avant qu'Eric Stoltz ne soit remplacé par Michael J. Fox, il avait déjà tourné près de 45 minutes de film et de nombreuses scènes, comme celle du départ dans le temps sur le parking avec Doc, celle avec George au Café de Lou, puis plus tard avec Lorraine et Biff toujours au Café de Lou, ou encore celle où Lorraine le réveille dans sa chambre. Dans cette scène d'ailleurs, il porte un t-shirt montrant le dépôt du brevet de la guitare Gibson Les Paul par Ted McCarthy en 1955. Bien qu'Eric Stoltz ait tourné beaucoup de scènes, comme il jouait le rôle de Marty sur un ton beaucoup trop dramatique et grave, il fut écarté. Quand Marty est sur une planche à roulettes, on le voit tourner sur le trottoir avec un plan à ras du sol. Les plus observateurs remarqueront de nombreuses traces blanches venant des prises précédentes. Exactement comme pour les traces d'ongles dans l'annuaire téléphonique. Avais-tu réalisé que la perche utilisée par Doc pour canaliser la foudre dans la DeLorean est en réalité une canne à pêche? Savais-tu que la fameuse maquette du centre-ville qu'utilise Doc pour montrer à Marty son plan est inspirée d'un célèbre groupe de rock? Le directeur artistique de Retour vers le futur, Todd Hallowell, explique qu'il s'est inspiré de la pochette de l'album Breakfast in America du groupe Supertramp. Une ville avait été créée avec des objets ordinaires puis peinte en blanc. Et c'est ce qu'a voulu reproduire l'équipe de Todd pour faire la place de Hill Valley. Et même si Doc présente ses excuses à Marty, ne fais pas attention à l'aspect rudimentaire de cette maquette, je n'ai pas eu le temps de la faire à l'échelle ni de la peindre. Todd et son équipe ont en réalité passé des semaines à monter ce mythique diorama. As-tu remarqué que Doc a même pensé à régler la montre sur sa maquette à 10h04? Dans la bande dessinée officielle de Retour vers le futur, le scénariste Bob Gale nous explique la rencontre entre Marty et Doc, et nous dévoile que Marty s'est un jour introduit chez Doc par effraction, afin de lui voler un tube pour son ampli car Needles avait détruit le sien. Et bien dans une scène du film, on peut confirmer que Doc a bel et bien ses tubes dans son garage, exactement comme dans la BD, puisqu'il y en a un juste là. Dans la suite de l'histoire, Doc, après avoir surpris Marty dans son laboratoire, sympathisa avec lui et lui donna un travail à temps partiel pour l'aider dans ses expériences, s'occuper du laboratoire et du chien. Lorsque Lorraine suit Marty dans la maison de Doc, elle et Doc échangent une salutation maladroite. Et bien cela marque le seul échange que Christopher Lloyd et Lea Thompson n'aient jamais eu à l'écran. Non seulement dans la trilogie, mais aussi malgré 3 films en commun. Je vous présente mon mon oncle. Dans la trilogie, c'est d'ailleurs la seule fois où Doc a un échange avec un autre membre de la famille McFly que Marty. C'est vrai, il a bien endormi le jeune Martin McFly de 2015, avec son inducteur de sommeil. Ce n'est qu'un sono-inducteur par projection d'onde alpha. Mais rien n'indique qu'ils aient parlé avant. Comme je m'en suis servi pour Jennifer, il n'était plus assez puissant pour endormir ton fils 1 heure entière. La réplique où Marty appelle par accident George papa. Mais écoute, tu seras pas obligé de te battre, papa. Et où il se rattrape en chantonnant Papa, papi, papo. Donne en anglais. Daddy-o. Eh bien l'expression daddy-o est un véritable terme amical que se lançaient les jeunes hommes dans les années 1950.
La lettre que Marty écrit dans le restaurant en 1955 pour Doc n'est pas la même que celle que Doc sort de sa combinaison en 1985. Si tu regardes bien, le dernier paragraphe notamment n'est pas agencé de la même manière. Marty glisse discrètement sa lettre avertissant Doc dans la poche droite de son imperméable. On le comprend grâce à la position des boutons. Mais on remarque quelques scènes plus loin que lorsque Doc découvre la lettre, il la sort finalement de sa poche gauche. Le sac à main qu'a Lorraine dans cette scène est un sac des années 30 de chez Whiting & Davis, qui est encore aujourd'hui une marque reconnue de sac à main en maille métallique qu'aiment porter les stars. Le fait que George McFly arrive en retard à la voiture pour délivrer Lorraine s'explique avec une scène qui a été coupée au montage. Dans cette scène, George se rend compte en regardant l'horloge du gymnase que sa montre s'est arrêtée. Il court alors à une cabine téléphonique pour connaître l'heure exacte. Seulement un des élèves, celui qui lui donne des coups de pied au derrière au lycée et qui l'empêche de danser avec Lorraine par la suite, arrive avec sa bande et enferme George dans la cabine avec un trident. Strickland voit George enfermé et le suppliant de l'aider, mais après l'avoir traité de tocard, le laisse là. On ne sait pas qui a délivré George de la cabine, mais cet événement fut finalement une bénédiction pour lui, car il arrive au moment où ce n'est plus Marty, mais Biff qui est dans la voiture, et il a pu ainsi changer le cours de sa vie. Alors que George tarde à reprendre courage pour embrasser Lorraine, on voit sur la photo que Marty, son frère et sa sœur disparaissent, laissant alors sans réponse cette interrogation: pourquoi quelqu'un a-t-il pris en 1985 une photo sans personne dessus? D'ailleurs, quand Marty, son frère et sa sœur réapparaissent sur la photo, la logique voudrait que Marty ait changé le futur, sa famille étant devenue classe. Pourtant, son frère et sa sœur sont toujours habillés ringards sur la photo. Bien sûr, on comprend les raisons scénaristiques et de préservation de surprises de fin. Cependant, cela est d'autant plus étonnant que Marty possède en réalité cette photo en grand format, accrochée juste au-dessus de son lit. Oui, regarde bien, on l'aperçoit lorsque Doc le réveille au début du film, mais également à son deuxième réveil à la fin du film, juste avant de découvrir sa nouvelle famille qui est censée avoir changé de look. Quand Marty interprète Johnny B. Goode au bal, le véritable guitariste est Tim May, et c'est Mark Campbell, un styliste vocal travaillant à Hollywood, qui prête sa voix pour la performance. Et c'est aussi Mark Campbell qui double le tout petit passage où Marty fredonne Billie Jean de Michael Jackson dans l'épisode 3. Pour le titre Johnny B. Goode, Mark Campbell ne fut pas associé clairement à la chanson au générique, car les cinéastes voulaient faire croire que c'est Michael J. Fox qui chantait. Mais lorsque le superviseur musical Bones Howe a appris cela, il a obtenu à Campbell un petit pourcentage des revenus de la bande sonore à titre de compensation. Le fait que Michael J. Fox ait appris à positionner ses doigts au bon endroit durant le playback a permis au réalisateur Zemeckis de faire des plans rapprochés sur le manche et les mains de l'acteur sans avoir à faire appel à une doublure. Marty imite plusieurs célèbres stars du rock pendant qu'il joue de la guitare électrique. Son saut et son coup de pied dans le haut-parleur sont un clin d'œil à Pete Townshend, le guitariste du groupe The Who. Quand il joue de la guitare en position couchée, c'est une référence à Angus Young, guitariste du groupe AC/DC. Lorsqu'il saute à travers la scène avec une jambe levée, on reconnaît Chuck Berry. La technique de tapping a été popularisée dans les années 80 par Eddie Van Halen. Et son solo avec la guitare derrière la tête est un hommage à Jimi Hendrix. Notons que la guitare que Marty utilise lors du bal est une Gibson ES 345, ce qui est anachronique puisqu'elle ne fut produite qu'en 1959. Je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. En disant au revoir à Marty, Lorraine fait remarquer Marty, c'est un si joli nom. Insinuant au spectateur qu'elle appellera son fils ainsi. Pourtant, la Lorraine de 1985 a nommé son fils premier-né David. David, on ne parle pas comme ça. Et tu viens embrasser ta mère avant de sortir. Savais-tu qu'en 1955, le film qui a remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur film, est le film Marty. Mais les réalisateurs ont expliqué que cela n'était qu'une coïncidence avec le choix du nom du héros. Non, tout le monde m'appelle Marty. Marty! Alors que le challenge pour faire retourner Marty en 1985 est de faire coïncider le contact de la voiture avec le câble et le moment où la foudre frappe l'horloge, tout ce que dit le tract c'est l'heure et la minute, mais pas la seconde. La foudre va s'abattre sur l'horloge de l'hôtel de ville à 10h04 minutes. D'ailleurs, avant de le renvoyer en 1985, Doc dit à Marty qu'il lui reste C'est exactement 7 minutes et 22 secondes. Il remonte ensuite un simple réveil de chevet et le place dans la voiture.
Les réveils mécaniques de cette époque ne donnent pas les secondes, et les alarmes de ces réveils ne peuvent pas être réglées avec ce niveau de précision. Et détail amusant, as-tu remarqué que ce réveil sera présent dans le véhicule pour le reste de l'aventure, bien qu'il n'ait plus aucune utilité? Il semble que Doc le garde en souvenir sur le tableau de bord. Il y a 2 portes à côté de l'horloge dans la tour sur laquelle va s'abattre la foudre. Mais pour une raison obscure, Doc utilise la porte de gauche au lieu de la porte de droite, qui se trouve pourtant juste à côté du câble qu'il veut rattacher. Utiliser la bonne porte aurait épargné à Doc 2 minutes inutiles à traverser le rebord. Lorsque Doc monte au sommet de l'hôtel de ville et se retrouve au niveau du mécanisme de l'horloge, on peut voir qu'il dérange un couple de pigeons. Quand il ouvre la fenêtre qui donne sur l'extérieur, on voit l'un des 2 pigeons s'échapper. L'autre pigeon se trouve toujours à l'intérieur au moment où Doc commence à s'aventurer sur la corniche. Les effets sonores de la cloche de la tour de l'horloge sont en fait un enregistrement de la cloche Big Ben à Londres. On réentendra les mêmes sons de cloche lors du duel entre Buford Tannen et Marty Eastwood à la fin de l'épisode 3. Bob Gale a expliqué que le vent pendant la tempête à la tour de l'horloge a été créé en utilisant un souffleur qui a été décrit comme aussi énorme qu'un moteur d'avion. Il était placé à une bonne distance, loin des acteurs, mais il était si fort que tout le dialogue prononcé par Michael J. Fox et Christopher Lloyd dut être réenregistré plus tard. Le souffleur a également eu un effet sur la santé de Michael J. Fox. La séquence où Marty hurle à Doc qui doit lui parler de l'avenir fut si intense qu'il cracha du sang après avoir filmé ces scènes. Savais-tu que dans le scénario initial, Marty McFly devait voyager dans le temps grâce à l'énergie d'une explosion nucléaire? Les réalisateurs devaient simuler cette explosion dans un décor du Nevada, mais pour des raisons budgétaires, ils abandonnèrent cette idée et durent en trouver une autre. Ils décidèrent d'ajouter une horloge au fronton du palais de justice et d'y faire tomber la foudre. Lorsqu'on expliqua à l'acteur Christopher Lloyd qu'à un moment du film il serait suspendu à l'horloge, il prit peur. Mais le producteur Steven Spielberg, lui, trouva l'idée géniale et s'exclama « C'est exactement comme l'a fait l'acteur Harold Lloyd dans le film Monte là-dessus en 1923, Harold Lloyd à l'époque, Chris Lloyd aujourd'hui, 2 Lloyd qui sont suspendus à une horloge, c'est parfait ». La référence sera même ajoutée au début du film, où on aperçoit une horloge en noir et blanc, montrant Harold Lloyd suspendu à une horloge, comme le sera Doc plus tard. On voit en gros plan que les chaussures de Doc ont un rabat en velcro. Sauf que les chaussures à rabat en velcro ont été introduites dans le marché pour la première fois par Puma en 1968. Cet anachronisme apparent peut en réalité s'expliquer grâce à une scène coupée. Dans cette scène, on voyait le Doc de 1955 fouiller la valise du Doc de 1985, valise que Doc avait mise dans la voiture au début du film. Et c'est là qu'il a pu y trouver les chaussures. Et d'ailleurs, c'est de cette valise que vient le fameux sèche-cheveux que Marty porte à sa ceinture lorsqu'il effraie son père. Une des seules scènes qui apparaît dans les 3 films Retour vers le futur est celle de Doc descendant de la tour de l'horloge sur un câble avant que l'horloge ne soit frappée par la foudre. Le cascadeur Bob Yerkes, qui a doublé Christopher Lloyd au cours de cette scène, a obtenu un paiement supplémentaire pour les films 2 et 3 sans avoir à refaire le travail. Tu as sûrement remarqué que si Marty avait démarré vers la tour de l'horloge lorsque l'alarme de Doc s'est déclenchée, sans tenir compte de la panne de démarrage donc, il aurait pris contact avec le câble beaucoup trop tôt et aurait été bloqué en 1955. C'est pourquoi cette panne a fait naître une folle théorie avançant que la voiture, plus précisément le convecteur temporel, posséderait une sorte d'intelligence artificielle. Car à chaque fois qu'elle refuse de démarrer, elle évite un paradoxe. Déjà, celui qu'on vient de voir, empêchant Marty d'être bloqué en 1955. Mais aussi celui où, à la fin du film, quand il arrive 10 minutes plus tôt pour sauver Doc, la DeLorean refuse à nouveau de démarrer, obligeant Marty à se rendre au parking de la promenade des Deux Pins en courant. Il arrive alors trop tard. Mais c'est tant mieux, car sinon qu'aurait-il fait? S'il s'était fait voir de son double pour empêcher l'assassinat de Doc, il aurait pu empêcher ce double de partir en 1955. Et cela aurait été un énorme paradoxe. On note également qu'une fois sorti de la grange des Peabody, Marty fonce avec sa voiture futuriste tout droit vers Hill Valley. Mais heureusement qu'une fois de plus elle refuse de démarrer, ce qui l'empêche d'arriver en ville avec une voiture du futur et un accoutrement qui aurait effrayé tout le monde. Grâce à la panne, il décide de cacher la voiture derrière le panneau publicitaire et arrive en ville beaucoup plus discrètement. Alors, la théorie du convecteur qui serait une IA te convainc-t-elle? Avais-tu remarqué que juste avant que la DeLorean n'entre en contact avec le câble, on peut voir une deuxième personne assise sur le siège passager? L'effet électrique qui englobe la voiture au moment où elle atteint 88 miles à l'heure
a été inspiré par le processus électrique qui entoure le Terminator lorsqu'il voyage dans le temps, dans le film Terminator qui est sorti un an avant en 1984. Seule une trentaine de plans dans le film Retour vers le futur contiennent des effets spéciaux, alors que les films à gros budget de l'époque en contenaient en moyenne 300. L'effet spécial que Robert Zemeckis regrette le plus est celui-ci, car il explique qu'à cause d'un planning serré pour la sortie du film, il n'a pas pu faire mieux. Au fait, connais-tu le paradoxe de l'horloge? Les fans l'expliquent ainsi. Le Doc de 1955 montre à Marty qu'il va détourner l'impact de la foudre pour qu'elle se propage le long du câble et finisse dans la voiture. Donc, l'horloge n'a apparemment pas reçu la foudre sur son mécanisme cette nuit-là. Ce qui veut dire qu'elle fonctionne toujours. Et de ce fait, en 1985, Marty ne peut pas avoir le fameux tract « Sauver l'horloge de l'hôtel de ville » et il ne peut pas utiliser cette info en 1955 pour rentrer chez lui. Ce paradoxe fut néanmoins résolu par deux théories. La première, avançant que le Doc de 1955, ayant conscience de ce risque paradoxal, s'assura que l'horloge cessa bien de fonctionner cette nuit-là en l'endommageant lui-même. La seconde, qui est la plus plausible, est que l'horloge a en réalité bel et bien été endommagée grâce au fait inattendu que Doc enroula le câble autour des aiguilles juste avant l'impact de la foudre, ce qui fit passer la foudre dans le mécanisme et l'endommagea comme prévu. À l'instant où Doc court de joie dans la rue, on peut voir le titre du film projeté au cinéma. The Atomic Kids, un film de 1954. Ce choix s'explique par le fait que la machine à explorer le temps, qui était censée être un réfrigérateur dans le scénario initial comme on l'a vu, devait fonctionner grâce à une explosion nucléaire. La société California Raisin paya 5 000 $ pour un placement de produit quelque part dans le film. Mais quand elle vit que la promo de ces raisins a été faite sur le dossier du banc où dort le SDF à la fin du film, elle exigea immédiatement le remboursement de ces 5 000 $. Beaucoup de fans croient que le maire de Hill Valley en 1955, Red Thomas, est le même personnage qui devient le SDF en 1985 nommé Red, et que Marty croise sur un banc. Mais ce n'est pas le cas. La photo du maire en 1955 sur le van de campagne est en réalité un caméo humoristique du décorateur de plateau Al Gossman. Le SDF, lui, a été joué par l'acteur George Buckflower, qui eut des petits rôles dans 150 films et souvent en tant que sans-abri. En réalité, c'est simplement Michael J. Fox qui, dans la scène où il sort de la DeLorean, improvisa un prénom au SDF qui n'en avait pas dans le script et l'appela spontanément Red, ce qui créa plus tard la confusion avec le maire de Hill Valley. Encore un ivrogne au volant. Petit faux raccord, après le retour de Marty en 1985, le cadran du bas, en jaune, qui indique d'où la voiture est partie, Ce cadran te dit où tu vas, celui-ci où tu te trouves et celui-là te dit d'où tu es parti. affiche toujours 26 octobre 1985, alors qu'il devrait afficher la date du 12 novembre 1955. C'est certainement l'easter egg le plus célèbre de toute la trilogie, mais on ne sait jamais. Avais-tu remarqué que lorsque Marty arrive sur le parking au début du film, le panneau indique le centre commercial des Deux Pins, ou des Pins jumeaux. Et à son retour, à la fin du film, il s'appelle le centre commercial du Pin solitaire. Cela bien sûr est un clin d'œil au fait que Marty en a écrasé un lorsqu'il s'échappe de la ferme du vieux Peabody. Il a tué un de mes pères! Est-ce que tu avais déjà réalisé que lorsque Marty revient 10 minutes plus tôt pour tenter de sauver Doc, et qu'il se voit lui-même sur le parking en train de partir vers le passé, eh bien ce Marty-là n'est plus du tout le même Marty qui est en train d'observer la scène. Et oui, celui qui est en train d'observer la scène a grandi avec un père loser et une mère alcoolique, alors que le Marty sur le parking a grandi avec un père romancier plein aux as, une mère de famille distinguée et bif comme valet. Mais alors, sommes-nous face à un paradoxe? Peut-être bien, car le Marty issu d'une famille aisée et qui part en 1955 ne fera peut-être pas les mêmes actions que le Marty dont nous avons suivi le périple. Et si les choses se déroulent différemment en 1955? Le Marty de bonne famille, qui reviendra en 1985, verra alors peut-être partir vers le passé sur le parking encore un autre Marty, différent des deux premiers. Cela est développé en détail dans la bande dessinée officielle Qui est Marty McFly. Le scénariste Bob Gale répond d'ailleurs dans ses bandes dessinées à bien d'autres questions, comme pourquoi Needles en veut-il autant à Marty, quels ont été les autres voyages temporels de Doc, quelle a été la vie de Clara avant de rencontrer Doc, et quelle a été sa vie avec Doc et leurs enfants, ou encore comment Marty a-t-il vécu sa nouvelle vie malgré le fait qu'il n'ait aucun souvenir d'une vie avec une famille riche et classe. T'es-tu déjà demandé pourquoi Marty, après son réveil à la fin du film, tient à la main une enveloppe marron? Eh bien une scène coupée, dont il n'y a que très peu d'images mais qui a été reprise dans le roman du film, montrait Marty après le souper en famille et avant que Doc ne l'appelle dans la nuit, mettant la cassette de son groupe dans une enveloppe
pour l'envoyer à une maison d'édition. Il faut que tu l'envoies à une maison de disques. Mais changeant d'avis, il l'a jeté dans sa corbeille avant d'aller au lit. C'est pourquoi au matin de sa nouvelle vie, après un voyage dans le temps où il avait convaincu son père que tout était possible, il semble qu'il était finalement bien décidé à poster sa lettre. Dans un tweet d'avril 2020, James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, pointa du doigt une incohérence du film Retour vers le futur et demanda pourquoi les parents de Marty ne se souviennent-ils pas de l'avoir déjà rencontré. J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. Ça, je vous le garantis. Bob Gale, le scénariste, répondit lui-même à cette question dans une interview pour The Hollywood Reporter et dit « George et Lorraine ont connu Marty seulement 8 jours lorsqu'ils avaient 17 ans. Ils n'ont gardé aucune photo après 25 ans. Leur souvenir de lui ne pouvait qu'être flou. » Lorsque la DeLorean défonce les poubelles devant chez Marty, la doublure de Doc ne porte pas les lunettes futuristes. Doc les a pourtant bien en sortant du véhicule. Ce faux raccord se comprend facilement, le cascadeur ne pouvait pas les porter car on ne voit rien du tout à travers ses lunettes factices. Et d'ailleurs, lorsque Christopher Lloyd joue les scènes où il les porte, il n'y voit absolument rien. C'est uniquement grâce à une chorégraphie très précise où il comptait ses pas qu'il a pu attraper Marty au bon moment, à l'aveugle. À l'instant où Doc, Marty et Jennifer font marche arrière devant chez Marty, la plaque d'immatriculation s'arrête juste devant la caméra. Caméra qui filma ce film incroyable et qui s'offre un caméo en se reflétant dedans.